Dame Estelle est vendeuse d'alocos au quartier Apollo, dans la commune de Trècheville. Ce petit commerce qui lui permet de contribuer aux charges de sa famille. Elle est mère de 5 enfants. Grand là, il est à l'université. Il n'y a pas l'argent. Il a fait comment? C'est alloco, il vend 100 francs, 200. Comment il a fait pour aider les enfants? 5 années, la durée mise entre deux naissances, Dame Estelle a su préserver sa santé reproductive. Le docteur dit attention, tout ça, donc il y en a qu'à allaiter pour faire enfant encore. En Côte d'Ivoire, la planification familiale reste un enjeu majeur pour le gouvernement. Il s'est même fixé cette année comme objectif un taux de prévalence de contraception de 36% d'ici 2020. L'ONG The International Young for Family Planning, IAFP, veut apporter sa pierre à l'atteinte de cet objectif. Notre but ici, ce n'est pas d'inciter les personnes à réduire le nombre d'enfants, mais au contraire, de faire beaucoup d'enfants dans un intervalle bien déterminé. Voilà, nous préconisons de 2 à 5 ans, vraiment pour prendre le temps de se remettre, pour prendre le temps vraiment de préparer la venue d'un enfant. Nous nous occupons de vulgariser ces informations-là afin de permettre aux jeunes d'avoir un service de contraception de qualité. L'organisation non gouvernementale The International Young for Family Planning est représentée dans plus de 50 pays du monde. Elle fait la promotion du planning familial et lutte contre plusieurs fléaux qui minent la société. Toussaint est étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. En route pour des cours à Adjamé ce matin, chemin faisant, il découvre une opération de don de sang. Sans hésitation, il y prend part. Raison évoquée, sauver des vies. Donner son sang, ça participe à aider les personnes qui en ont besoin. Dans nos CHU, dans nos hôpitaux, il y a plein de malades qui ont besoin de sang et pour qui souvent ce qu'on attend, le sang qu'on attend, souvent qu'il n'arrive pas vite ou bien qu'on cherche, on ne trouve pas, c'est une situation qui ne devrait pas conduire cette personne à la mort. Malheureusement, c'est cette situation qui survient. Cette opération dénommée One Gift, One Meal est une initiative de l'organisation locale Émeraude, structure cadette de la Jeune Chambre internationale de Daloa. Elle a pour but de renfouler la banque de sang qui manque de produits sanguins. Pour moi, l'appel était évident parce qu'on entend partout, il n'y a pas de sang, on manque de poche de sang. Quand on a un parent qui doit faire une transfusion sanguine, c'est un casse-tête chinois pour pouvoir trouver des poches de sang. On s'est dit, est-ce qu'on va attendre que des mesures soient prises d'abord? Et c'est nous, chaque fois qu'on va venir donner le sang, qu'on va contribuer à sauver une vie humaine. Et je pense que c'est la première motivation, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Le sang, ce n'est pas quelque chose de chimique où on met les molécules pour fabriquer. Nous avons reçu le don de sang par la grâce de Dieu et nous devons aussi donner. C'est un acte volontaire bénévole. Donc il exhorte tout le monde à venir donner son sang. Denrées rares dans les hôpitaux ivoiriens, les besoins annuels en poches de sang estimés à 240 000 poches. Et pourtant, le Centre national de transfusion sanguine ne dispose que de 160 000 poches, soit un déficit de 80 000 poches de sang. On a plus de 100 personnes. Il y a eu vraiment une bonne affluence ce matin. Au début, c'était un peu timide, mais là, vous voyez un peu, il y a du monde. Pour cette période de vacances, c'est un peu compliqué. Avec la pluie, on a beaucoup de cas de palu, on a beaucoup de cas d'anémie. Qui dit palu dit anémie. Donc on a beaucoup de cas d'anémie, sans compter les accidents et nos mamans qui accouchent tout et tout. Donc on a vraiment besoin de beaucoup de sang. À cette opération, ce sont plus de 150 poches de sang qui ont été collectées. Le sang contribue à la survie de l'homme, notamment des enfants atteints de la leucémie et de la drépanocytose lors des accouchements et pendant des accidents de circulation. « 10 secondes, 89 centièmes. Au bout d'un sprint ravageur, Talou Marie-José s'est imposé sur le 100 mètres de la 10e manche de la Diamond League vendredi à Monaco. La Côte d'Ivoire a réalisé un doublé sur ce 100 mètres avec la victoire de Marie-José Talou devant Muriel Aouré qui a réalisé un chrono de 11 secondes 1 dixième. La Jamaïcaine Hélène Thompson s'est contentée de la plus petite marche du podium en 11 secondes 2 dixièmes. Belle performance des Ivoiriennes Talou Marie-José et Muriel Aouré qui s'est eu sur les 2 premières marches du podium lors de cette 10e manche de la Diamond League. Prochaine étape de la Ligue des Diamants,
le dimanche à Londres, où les deux sprinteuses ivoiriennes sont alignées sur le 200 mètres à partir de 15h30. Zalambessa, dernier bastion éthiopien avant la frontière avec l'Érythrée, âprement disputé lors des conflits qui opposaient les deux pays à la fin des années 90, cette petite ville a été laissée à l'abandon. Les stigmates de la guerre sont toujours bien présents. La ville a été entièrement détruite. Il n'y avait plus rien. On a juste retrouvé des ruines de moins d'1 mètre de haut. Le rapprochement récent entre les deux frères ennemis pousse ses habitants à l'optimisme. Tous espèrent que l'ouverture de la frontière relance l'économie à l'agonie depuis plusieurs décennies. Quand l'Éthiopie et l'Érythrée étaient en paix, les produits comme le café, le teff ou d'autres produits éthiopiens, on les envoyait en Érythrée. Donc, si la route s'ouvre, la ville va en bénéficier. La petite ville frontalière compte sur la reprise des relations commerciales pour rattraper son retard et se raccrocher au reste du pays. L'Éthiopie connaît une croissance économique de près de 7% par an. C'est sûr que quand il y aura la paix, il y aura plus d'échanges. La ville va grossir et le commerce sera meilleur. Pour les habitants de toute la zone frontalière, l'impatience se fait sentir, mais les rêves sont là de voir cette région devenir un point central de futurs échanges économiques entre les deux pays et ne plus avoir à entendre le son des fusils. À Pékin, en cas de petite faim, votre collation ne sera peut-être pas livrée par un être humain, mais par un de ces engins cubiques jaunes et noirs de la taille d'une machine à laver. Appelés les petits chevaux jaunes, ces robots parcourent seuls les rues de la capitale pour livrer les colis. Je pense que les points forts de ce robot sont qu'il permet d'économiser de l'énergie. C'est fatigant pour une personne de livrer autant de colis. Ce robot permet de réduire la charge de travail et de rendre le processus plus rapide, puisqu'il ne nécessite aucune main-d'œuvre. Comme le nombre de colis est passé de 100 millions à 1 milliard par jour, nous aurons besoin de plus en plus de robots pour combler le manque de main-d'œuvre. De quoi donner du temps aux petits chevaux jaunes. Via une application sur son smartphone, le consommateur sélectionne les produits à livrer, indique son adresse puis paie en ligne. Muni de 6 roues, haut d'environ 1 mètre, ce robot jaune est équipé d'une caméra et d'un GPS. Il roule seul à la vitesse maximale de 12 km/h. Il se retrouve en 3 ou 4 minutes au pied de l'immeuble pour livrer sa commande. Ce robot est surtout utilisé pour les derniers kilomètres de la livraison. Il est équipé d'un radar laser et de 4 caméras et peut assurer la livraison de 3 à 5 km. Pour le moment, les Pékinois peuvent satisfaire leurs petites courses avec ces robots livreurs en attendant que les premiers drones de livraison sillonnent le ciel chinois. La Chine est le plus grand marché mondial du commerce en ligne. Un Chinois sur 2 fait un achat par smartphone.